Alors Jean Mullier, nous nous souvenons de votre courte défaite s'agissant des dernières élections municipales de La Rochelle. Avec le recul, comment expliquez-vous cette défaite? Je pense que il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, je dirais, objectifs et facilement quantifiables, c'est-à-dire les réflexes électoraux. Quand une partie de la gauche s'associe, des électeurs de gauche s'associent avec une partie des électeurs de droite, effectivement, ça laisse peu de chance aux autres candidats. Ça, c'est un des facteurs assez objectifs. Deuxième facteur qui est plus difficile à quantifier, à mesurer, c'est sans doute et qui explique aussi en partie ce premier facteur du vote d'une partie de l'électorat de droite vers Jean-François Fontaine, c'est que moi je n'ai pas su les rassurer. Alors je comprends que ma candidature ait été jugée par certains iconoclastes, jeunes, femmes, pas très connus sur la scène publique, etc. Mais c'est sans doute moi qui devais les rassurer et je n'ai pas réussi en partie à le faire. Voilà. Sans doute que j'incarnais trop à leurs yeux, autant physiquement que par mon parcours, etc. Une candidature trop différente de celle qu'on a l'habitude de voir. C'était aussi, c'est à la fois un constat, mais ça n'est un constat qui a en partie conduit à l'échec, et en même temps c'est moi ce que je considère une force aussi. Avez-vous le sentiment d'avoir mené votre campagne avec efficacité? Et si c'était à refaire, que changeriez-vous? Je pense qu'il aurait fallu, justement parce que j'étais peu connue, etc., pas dans le sérail, etc., il aurait sans doute fallu que je la commence plus tôt. Mais moi, je ne fonctionne pas par des plans de carrière, je ne prévois pas des années à l'avance, en particulier dans le domaine politique, ce que je vais faire. Mais sans doute, j'aurais dû commencer plus tôt. Depuis 8 mois que Jean-François Fontaine et son équipe animent la municipalité, que pouvez-vous dire sur l'organisation et sur les orientations qui ont été définies? Et comment jugez-vous l'action de Jean-François Fontaine? Alors, c'est une vaste question sur ce qui concerne l'organisation, de manière assez pratique, logistique. Je dirais que pour l'instant, mais c'est aussi lié au fait que c'est une équipe qui s'installe, c'est assez confus, c'est-à-dire que très souvent en conseil municipal, on voit des délibérations qui sont détricotées par ailleurs, qui repassent ensuite en conseil municipal pour les revoter une fois qu'elles sont modifiées. Donc en termes d'organisation, voilà, ça n'est pas parfait, mais bon, encore une fois, c'est aussi lié à une équipe qui s'installe, c'est assez fin. Dans les premiers mois, ce n'est pas extrêmement choquant. Sur le fond, sur les orientations, moi ce qui me... c'est pas que ça me perturbe, mais ce que je retiens essentiellement, c'est que justement il y a une absence d'orientation, une absence de parti pris officiel, c'est-à-dire, parti pris officiel et clair. Il n'y a pas de direction présentée, assumée, et du coup de stratégie qui en découle pour accéder aux objectifs qui auraient dû être fixés. Et du coup, l'impression que ça donne, alors là aussi c'est peut-être parce que c'est le début, les premiers mois, l'impression que ça donne, c'est qu'un petit peu de naviguer à vue, on a l'impression d'une équipe qui travaille, ça c'est, je pense qu'on peut le dire, c'est incontestable, mais qui travaille un peu à la petite semaine, sans projection, sans direction clairement affirmée. Voilà, et du coup c'est assez... C'est un problème en politique, je pense, de ne pas avoir d'objectifs fixés, assumés, affirmés auprès de la population, quitte ensuite à travailler la stratégie avec la population pour accéder à ces objectifs. Voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus regrettable. Et la dernière partie des questions concernait plus clairement Jean-François Fontaine. Alors moi, donc la question c'était comment je juge l'action de Jean-François Fontaine. Alors moi, je juge très peu, je n'ai pas envie de juger les gens. Ça c'est certain. Après, il incarne cette équipe, donc il incarne un petit peu ce que je disais précédemment sur l'absence de projet et sur une organisation un peu qui cafouille. Lors du dernier conseil municipal, un adjoint a été destitué de ses fonctions. Il s'agit de M. Raouf Fredj. Que pouvez-vous dire sur ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, conseil municipal au cours duquel vous et votre équipe avez quitté la séance. Oui, c'était un conseil municipal assez regrettable. Alors sur la destitution de Raouf Fredj, donc nous n'avons pas pris part au vote parce que nous considérons que ça n'est pas
à nous, à l'opposition, de juger du choix des délégations ou de leur retrait aux adjoints de l'équipe de la majorité, d'une part. D'autre part, de manière un petit peu plus générale, ce qui s'est passé n'est pas étonnant, c'est-à-dire quand on constitue une équipe sans socle commun, sans volonté politique commune, évidemment, ce qui se passe, c'est que chacun est là en partie pour sa propre personne ou ce qu'il considère comme étant son propre camp, son propre clan. Donc fatalement, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec M. Fredge. En tout cas, c'est présenté comme cela, une absence de cohésion de groupe. Voilà, c'est inévitable, c'est à mon avis le premier épisode d'une série, je pense. Ce qui s'est passé au conseil municipal, par ailleurs, c'est assez regrettable parce qu'on fait profiter à toute la population on leur offre un spectacle qui justement aurait pu être évité avec des principes clairs auxquels on se tient quand on mène une campagne, quand on réunit une équipe, ce qui n'a pas été le cas pendant la campagne de Jean-François Fontaine. D'ailleurs, ce monsieur, Raoul Fredge, était allé voir Dominique Morvan, était allé me rencontrer aussi, on se connaissait depuis les primaires. Et Dominique Morvan et moi-même avions refusé de le prendre dans notre équipe parce qu'on savait très bien comment ça allait se terminer et que, en tout cas pour ma part, ce n'est pas comme ça que j'envisage moi de mener une campagne ou de faire de la politique. Donc c'est un petit peu triste. Et puis nous avons quitté la séance du conseil municipal, pas par rapport à la destitution de Raoul Fredge, nous avons quitté le conseil municipal parce que le maire une adjointe a fait un malaise et le maire c'est même pas sous-entendu, il a dit clairement que le malaise de cette adjointe était lié à l'intervention de l'un des membres du groupe. Ce qui était particulièrement désobligeant, d'une part, absolument faux d'autre part, et que c'était une façon malhonnête d'inverser les situations. Voilà. Donc nous avons décidé de quitter ce conseil municipal de par cette allusion et de par le refus de nous donner la parole en tant qu'élu d'opposition. Quand c'est trop, c'est trop. Sur un plan plus général, on sent monter dans le pays une colère, des inquiétudes au regard de la situation du chômage, de la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Comment pensez-vous que le pouvoir qui est en place actuellement peut inverser ces tendances? Alors, première partie, sur la colère et les incertitudes, je pense que ça fait très longtemps que la colère et les incertitudes sont en train de s'installer. On aurait pu croire, on a fait semblant de croire, on a voulu croire que ça se traduisait par des accidents électoraux. Manifestement, ce ne sont pas des accidents, c'était plutôt des signes avant-coureurs. Je pense notamment au vote extrémiste pour le Front National et une abstention qui s'installe scrutin après scrutin. Elle est liée à plusieurs facteurs et en partie effectivement la question du chômage qui n'est pas réglée. Moi je suis atterrée de voir que depuis 12 ans maintenant, le chômage, année après année, continue d'augmenter et que personne n'est capable d'endiguer ce chômage de masse. Non seulement ça, mais qu'en plus, quand les responsables politiques, quels qu'ils soient, parce que depuis 12 ans, on a eu le gouvernement Chirac, on a eu un gouvernement Sarkozy, on a maintenant, sous la présidence de Sarkozy, sous la présidence de Chirac et maintenant sous la présidence de François Hollande, et la réponse des responsables politiques, quels que soient ces gouvernements, c'est finalement de sous-entendre que ce chômage de masse serait lié aux chômeurs eux-mêmes, alors qu'en tant que responsables politiques, ils n'ont jamais été capables de répondre à cette question du chômage qui augmente. Et c'est aussi une incapacité de se remettre en question, c'est aussi une incapacité de s'interroger sur des nouveaux modèles de croissance, des nouveaux modèles économiques. On assiste progressivement à une désindustrialisation de la France depuis des années. Alors, c'était encore plus vrai sous la droite, mais ça continue. Il n'y a eu aucune politique alternative mise en place. Au mieux, des politiques qui ont tenté de juguler cette désindustrialisation, mais à aucun moment on ne s'interroge sur les alternatives au tissu industriel français. Alors qu'on sait qu'il y a des pistes, que ces pistes elles sont liées à la recherche, aux nouveaux emplois, à la création de nouveaux métiers, à ce qu'on appelle la croissance verte, etc. Voilà, moi je pense que c'est lié aussi à une classe politique qui est un petit peu décalée, qui a été formée avec un certain schéma et qui est incapable de se sortir de ce schéma. Incapable. Justement, vous parlez de classe politique, la perte de confiance de la population vis-à-vis justement de cette classe politique
au regard de certaines affaires. Pensez-vous qu'elle peut faire le jeu des partis extrémistes? Comment vous voyez les choses, vous? Alors moi j'ai deux... D'abord, je pense qu'effectivement, elle fait en partie le jeu des partis extrémistes, et notamment du Front National. Jusqu'à présent, je me disais, finalement, quand on regarde pas en pourcentage, mais en nombre de voix, scrutin après scrutin, le nombre de voix qui se reportent vers le Front National, il n'augmente pas beaucoup. Mais c'est plutôt l'effondrement des partis traditionnels qui, mécaniquement, en pourcentage, conduit à ce que le Front National augmente en termes de pourcentage, parce que eux sont stabilisés, voire augmentent un petit peu. Et du coup, je ne suis pas sûre que ça se traduise par une augmentation du vote Front National. En revanche, ça se traduit par un phénomène très clair, c'est une abstention grandissante. Scrutin après scrutin, les dernières municipales, 50% de participation. Ça devrait quand même nous inquiéter, ça devrait nous donner quelques gifles, quelques claques. Et ça ne signifie pas, à mon avis, qu'il y a un désintérêt des gens à l'égard de la politique, au contraire, mais qu'il y a un vrai désabus, et puis malheureusement qu'on n'attend plus grand-chose des responsables politiques actuels. Et effectivement, la responsabilité, elle est collective et elle est extrêmement importante, parce que moins les gens qui sont en attente de changement ou d'amélioration du quotidien, moins ces gens vont voter, plus ça renforce les conservateurs, puisque ceux qui n'ont pas envie que ça change, qui n'ont pas intérêt que ça change, eux vont voter. Donc ce qui ne va pas aider, je pense qu'on est à la fin d'un cycle là qui ne cesse de se terminer, mais qui n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'on est en incapacité pour l'instant d'inventer autre chose, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile d'inventer autre chose, et pourtant il y a quand même des pistes, en plus, sont enthousiasmantes. Revenons, si vous voulez bien, à l'avis de la municipalité de La Rochelle et puis de son agglomération. D'après vous, quels sont les enjeux que vous pensez prioritaires pour cette ville, son agglomération, et qui ne figurent pas parmi les objectifs de l'actuelle majorité municipale? Je crois que ce qui ressort très clairement, c'est une absence de vision en matière de développement de la ville, et qui est essentiellement lié à un enjeu compliqué mais impératif, qui est le logement. Jusqu'à présent, on entend très très peu parler l'équipe de logement, alors que c'est une question cruciale à La Rochelle, parce que le logement, on l'a souvent dit, c'est une question à La Rochelle de justice sociale, c'est-à-dire en gros de plus en plus, soit on a l'argent, on peut se loger à La Rochelle, soit on l'a pas, on s'expatrie à 20 ou 30 km, mais c'est aussi une question de développement économique. Les entreprises ne viennent pas s'installer sur un territoire sur lequel ils savent que leurs salariés ne pourront pas se loger. Et du coup, ça contribue largement à freiner le développement économique du territoire, et donc c'est assez grave, c'est un enjeu extrêmement important. Pour l'instant, il y a très peu de réponses en matière de logement. La seule réponse, c'est toujours la même, qui est pourtant déjà dépassée depuis quelques années, c'est le logement social. On ne peut pas répondre à la crise du logement à La Rochelle que par l'habitat social, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas reposer que sur la puissance publique, donc l'habitat social, et en plus ça n'est pas suffisant. 6 000 demandes sur les listes d'attente des bailleurs sociaux. 6 000 demandes. L'habitat social ne pourra pas à lui seul y répondre. Donc il faut diversifier la réponse. On a essayé d'en parler pendant la campagne avec quelques autres candidats. Il faut diversifier la réponse, c'est-à-dire travailler sur les questions de logement intergénérationnel, de logement mixte en termes de partenariat privé et public. Enfin, voilà, il y a plusieurs dispositifs qui existent et qui n'ont pas été mis en place, qui ne sont absolument pas abordés. Et lorsque la loi, enfin, permet certains dispositifs, je pense à l'encadrement des loyers, l'équipe ne se bat pas pour l'obtenir à La Rochelle, alors qu'on est dans des situations équivalentes aux villes de Lille, de Grenoble, etc., qui, elles, ont obtenu l'encadrement des loyers. Et nous, on a appris ça cette semaine par hasard sur un tout autre événement qui était la venue de la ministre du Logement, Mme Pinel. On apprend au détour d'une conversation que l'encadrement des loyers ne se fera pas à La Rochelle, qu'on ne rentre pas dans le dispositif dérogatoire, alors qu'on correspond exactement aux critères attendus. Donc ça veut dire que le maire ne s'est pas battu pour obtenir ça. C'est que donc ça n'est pas jugé comme une priorité par lui. Et c'est extrêmement regrettable à terme. Passons à vous, Anne-Georges Moulier, si vous voulez bien. Quels sont vos objectifs dans l'accomplissement de votre fonction de conseillère municipale, donc de l'opposition? D'ailleurs, à ce propos, vous sentez-vous réellement
dans l'opposition quand on sait que vous et Jean-François Fontaine, vous faites partie en fait de la même famille? Alors on est issus de la même famille politique socialiste, mais comme cela n'a échappé à personne, le Parti socialiste, la famille socialiste est assez hétéroclite. On y trouve beaucoup de profils bien différents et des théories politiques aussi qui s'affrontent depuis longtemps au sein du PS et qui aujourd'hui se montrent un petit peu plus, je dirais, à visage découvert sur des orientations qui sont quand même assez radicalement différentes. Je prends l'exemple voilà, d'un gouvernement socialiste qui mène une politique que l'on connaît tous, qui ne correspond pas ni à ce qui a été avancé pendant la campagne, ni ce qui a été porté par la famille socialiste théoriquement depuis des années, et une partie des parlementaires socialistes qui essaient d'infléchir cette politique justement pour se rapprocher de ce que, et je m'inclus dedans, de ce que l'on considère nous comme étant un socle socialiste. Et en fait, je pense que Jean-François Fontaine et moi, on incarne assez bien ces deux familles au sein, enfin à gauche, quoi. Donc nous sommes politiquement assez différents, autant sur les pratiques que sur le fond politique. Aujourd'hui, pour ce qui est de mon groupe, je crois que la question, ça n'est pas tant est-ce que nous on se considère dans la majorité ou dans l'opposition, c'est comment est-ce que la majorité nous considère. Vraisemblablement, manifestement, la majorité nous considère dans l'opposition. Dans la mesure où, depuis 8 mois maintenant, et je passe les premiers mois où effectivement ils s'installent, donc c'est normal, les atermoiements, etc., ça en fait partie, je le comprends. Aujourd'hui, nous sommes associés à aucune décision, à aucun débat, y compris des dispositifs qui sont pourtant réglementaires, qui sont obligatoires et prévus par la loi, ne sont pas mis en place. Nous n'avons par exemple pas de local, alors c'est une obligation prévue par la loi. Voilà. Donc, de fait, nous sommes dans l'opposition parce que nous sommes considérés dans l'opposition. Voilà. Après, ce qui sera déterminant, c'est le budget, c'est-à-dire ce qui sera débattu au mois de décembre, les orientations budgétaires, et voté au premier trimestre 2015. C'est là qu'on voit les vraies différences politiques. Et je pense que là, nous saurons si nous sommes dans l'opposition ou si nous soutenons la majorité, parce que c'est ce qui est déterminant, le budget. Ça montre les lignes politiques et les choix politiques. Une question d'actualité. Vous avez vu cette semaine que le Vieux-Port avait eu la visite de nombreux chalutiers, de marins-pêcheurs. Que pensez-vous de ce mouvement? Alors, j'ai fait le point avec le conseil syndical du port de pêche jeudi matin, avant-hier, non, mercredi matin. C'est un mouvement qui est assez, je dirais, structurel. En fait, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps, une inquiétude qui manifeste depuis très longtemps chez les pêcheurs, qui est liée aux quotas imposés par l'Union européenne et qui est extrêmement compliquée parce qu'à la fois il faut préserver les ressources, donc il faut effectivement mettre en place des quotas, et en même temps c'est clairement pénaliser une économie locale, une économie même européenne, et une façon de vivre aussi, une manière de vivre pour les pêcheurs. Du coup, c'est une question qui est compliquée et pour laquelle, là aussi, on a quand même assez peu réfléchi aux alternatives. Moi, je pense qu'il y aurait des choses à mettre en place, notamment à La Rochelle, qui est une ville, on ne cesse de dire que c'est une ville maritime, mais on ne sait absolument pas mettre en valeur notre patrimoine maritime. On ferme plus ou moins le musée maritime, la seule manière, depuis, en tout cas en l'occurrence, la fortiori depuis quelques mois, de mettre en valeur la mer, c'est par le nautisme. Ça n'est pas que ça, le maritime. Et donc il y aurait des choses à mettre en place, ne serait-ce que marquer géographiquement, physiquement, un parcours maritime dans la ville, mettre en valeur le patrimoine maritime, associer des parcours proposés par exemple aux touristes qui viennent à La Rochelle, des parcours avec les pêcheurs, des sorties avec les pêcheurs pour permettre de développer ces actions-là, pour permettre aux pêcheurs, pas forcément de se reconvertir, mais au moins d'avoir des actions complémentaires au moment où c'est le plus difficile pour eux, c'est-à-dire soit quand il y a des quotas insuffisants, jugés insuffisants, soit quand il y a des problèmes climatiques. Ça permettrait quand même à ces familles, puisque un pêcheur c'est une famille derrière, de vivre un petit peu moins dans la précarité aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas fait, c'est triste. Un autre sujet sensible d'actualité, c'est l'espace du Gabu. Nous avons fait un reportage il y a très peu de temps avec les graffeurs qui s'inquiètent sur le devenir de ce lieu et qui souhaitent avoir la possibilité de continuer à s'exprimer. Que pensez-vous sur ce sujet et que pouvez-vous dire à ces artistes
qui souhaitent pouvoir conserver donc, une possibilité d'exercer leur talent. Je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est un lieu, et c'est assez étonnant d'ailleurs, qui assez naturellement s'est mis en place de manière spontanée autour de ces arts graphiques. C'est un lieu qui, notamment depuis que les voitures ont disparu, moi je suis très contente de cette décision parce que ça dégage l'espace, c'est un espace qui est apaisé, qui est évidemment beaucoup plus riche sans véhicule et qui met en valeur les arts des graffeurs. Et je pense qu'il faudrait le mettre davantage en évidence. Et que c'est un lieu qui a une âme, vraiment une âme, il y a une identité dans cette friche quasiment industrielle du Gabu, qu'il faudrait mettre en valeur par, alors soit de manière complètement autogérée et consacrée aux arts urbains, soit de manière un petit peu plus institutionnelle par un lieu dédié aux arts urbains. Je pense que d'abord il y a tous les acteurs sur place à La Rochelle, avant qu'ils ne partent, qu'ils ne se désespèrent trop. Et puis je crois que ça demande aussi, enfin ça répond aussi à une demande d'une partie de la population. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui aurait quelque chose de splendide à mettre en place au Gabu, vraiment. Ça n'a pas l'air de faire du jour. Souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Il y en a beaucoup de sujets. Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour. On a parlé des arts graphiques, des arts urbains, du logement, des pratiques politiques, du chômage. Moi, je pense que c'est déjà pas mal. On se reverra de toute façon. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, on pense vous revoir probablement pour les prochaines élections municipales. C'est dans 5 ans, donc vous savez, moi je ne prévois pas grand-chose 5 ans à l'avance, mais en tout cas, oui, je suis toujours passionnée par la ville de La Rochelle, c'est certain. Et ça, on n'en enlèvera pas. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.